9h39 sur CNews, si vous nous rejoignez à l'instant, nous devions nous mobiliser. On vous propose maintenant dans la matinale week-end de CNews une spéciale Syrie. On ne pouvait pas ne pas parler de la situation humanitaire, une fois de plus très préoccupante dans le pays. Cette semaine, des images, vous le savez, ont fait le tour du monde et elles nous ont encore une fois choqués. Une attaque chimique attribuée à Bachar el-Assad qui a fait 87 morts, dont 31 enfants. Avec moi en plateau pour en parler ce matin, Gérard Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien des hôpitaux, responsable des programmes de Médecins du Monde en Syrie. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. En face de vous, le docteur Anas Chaker, bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste, porte-parole de l'UOSSM France, une ONG qui agit auprès des médecins et des hôpitaux en Syrie. D'abord, la Syrie d'avant 2011, c'est un pays de 23 millions d'habitants. Depuis, les choses, bien sûr, ont bien changé. En quelques mots, tout bascule au début de l'année 2011. Gérard Pascal, ça part de quoi? Ça part d'une rébellion qui se passe dans une partie de la Syrie, à partir de laquelle donc cette rébellion va pacifique, le terme pacifique est important à considérer, à partir de laquelle effectivement va s'enclencher un processus de lutte armée qui a diffusé après progressivement pour atteindre toute la Syrie assez rapidement. Et puis donc voilà un petit peu le point de départ pour être très concret et très bref. Très précis, effectivement. Les chiffres depuis, ils sont étourdissant, on parle de plus de 300 000 morts. Docteur Anas Chaker, 300 000 morts, ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels, il pourrait y en avoir beaucoup plus. On parle de 500 000 morts, dont beaucoup d'enfants et plus de 800 médecins et infirmiers, et un ciblage planifié et prémédité de l'infrastructure hospitalière. Gérard Pascal, il y a bien sûr ces morts, mais il y a aussi ces milliers, ces millions de déplacés à travers le pays. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur ces morts qui, effectivement, comme le souligne mon collègue, sont probablement très sous-estimés. On parle aux alentours d'1,5 million de morts. Vous vous rendez compte que ça représente la population d'une ville comme Lyon, d'une ville comme Toulouse, qui est rayée des cartes. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et en termes, effectivement, humanitaires, on dénombre actuellement, bien que ce soit peut-être encore un peu sous-estimé, 11 millions de déplacés, dont 6 millions en interne, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui ne sont plus chez eux, qui ne vivent plus chez eux et qui sont à l'intérieur de la Syrie, et puis un certain nombre de réfugiés, 5 millions, donc 6 millions en interne, 5 millions à l'extérieur de la Syrie, qui ont traversé au péril de leur vie les frontières pour aller donc dans les pays avoisinants, parmi lesquels la Turquie, le Liban et la Jordanie, mais d'autres encore. On a découvert donc ces images qui nous parviennent toujours de Syrie, ces toutes dernières images qui sont toujours incroyables parce que, regardez sur place, c'est vraiment le chaos. La situation humanitaire, justement, dans le pays, on en parle bien sûr de plus en plus et à raison. Docteur Anas Chaker, c'est quoi cette situation aujourd'hui? Comment vit-on, ou plutôt comment survit-on aujourd'hui en Syrie? Écoutez, c'est une crise humanitaire sans précédent. C'est la pire crise humanitaire de notre époque. Comment faire avec les déplacés, les 8 millions déplacés à l'intérieur du pays? Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de nourriture. Donc c'est une situation qui est très difficile à décrire. Et le problème, qu'arriver à acheminer tout ce qui est nécessaire sur place, c'est une mission qui est très très difficile. Il y a des villes sous blocus depuis plusieurs années. Donc ni la Croix-Rouge internationale, ni les organisations, les ONG internationales, ni locales, n'arrivent pas à arriver à ces familles bloquées dans des villes depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, Gérard Pascal, plus pratiquement aucun camion humanitaire n'accède en Syrie? C'est très compliqué. Il y en a quelques-uns, mais c'est très compliqué. Pour revenir un tout petit peu sur les chiffres, je vous en donnerai un quand même qui est très important, qui va vous illustrer l'ampleur des besoins. 13,5 millions de personnes sont en besoin d'assistance humanitaire, et parmi eux, aux alentours de 5 millions d'enfants. C'est vous dire l'importance de ces chiffres qui, là encore, sont probablement un petit peu sous-estimés. Ces chiffres, ils proviennent évidemment des acteurs humanitaires. Médecins du Monde, comme vous le savez, intervient donc pour les Syriens d'une part à l'extérieur, dans les pays dont je vous ai parlé, et à l'intérieur, donc pour ces déplacés internes, à l'intérieur de la Syrie. Médecins du Monde intervient notamment à Alep, dans la région d'Idleb, là où il y a eu ce bombardement chimique dont on va parler tout à l'heure, et dans la région de Deraa. Et il y a un certain nombre de choses
qu'il faut dire, que constate donc Médecins du Monde et d'autres acteurs humanitaires aussi, bien entendu. C'est ce que disait mon collègue, donc l'accès humanitaire est très restreint. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a des risques humanitaires extrêmement importants pour ces humanitaires qui ne sont plus protégés par le droit international humanitaire. Et donc, tous ces Syriens qui soignent, ces héros, dont mon collègue à ma gauche, ces héros du quotidien, qui soignent leurs compatriotes au péril de leur vie. Et je tiens vraiment ici publiquement à leur rendre hommage. D'autre part, il y a quand même... les structures de santé ne sont plus sanctuarisées, puisque la moitié d'entre elles, à l'intérieur de la Syrie, ont été détruites. On en dénombre 136 en 2016, comme vous le savez, sur le communiqué de presse qu'a publié Médecins du Monde récemment. Et puis, bien, là, vous en parliez, et j'en viens à ce que vous disiez, c'est qu'il y a de très grosses difficultés à l'acheminement de l'aide, d'une part à l'intérieur de la Syrie, parce que c'est un peu un slalom entre les zones gouvernementales et les zones non gouvernementales, et puis des grosses difficultés d'acheminement de l'aide au travers des frontières, pour de multiples raisons. Voilà. Vous en parliez cette semaine, le summum de l'horreur, attaque chimique attribuée à Bachar el-Assad. Je le disais, il y a 87 morts, dont 31 enfants. Est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé, docteur Anas Chaker? On sait qu'une enquête est en cours, mais est-ce qu'on sait déjà dans les détails ce qui a pu se passer cette semaine? Écoutez, il faut revenir sur l'histoire. Il faut rappeler qu'en 1982, le père de Bachar el-Assad a rasé une ville entière. C'est la ville de Hama. Ouais. En 1982, il y a eu 45 000 morts, des civils. Donc revenons sur l'histoire du chimique. La première attaque chimique a eu lieu le 21 août 2013 à Damas. Il y a eu 1300 morts. Et depuis cette date jusqu'à avant-hier, il y a eu plus de 65 attaques chimiques documentées par les équipes de l'USSM sur place. 65 attaques chimiques, donc, dont 2 par le sarin et le reste par le chlore. Donc la dernière attaque qui a eu lieu il y a quelques jours, c'était dans la province d'Idlib. C'est un gaz 100% confirmé neurotoxique. Comme vous avez vu les images. Les images que nous avons choisi de ne pas diffuser aujourd'hui, bien sûr. Sont accessibles sur le net. C'est terrible de voir des enfants meurent voilà. Certes, il y a une utilisation massive du gaz sarin avant-hier, mais hier, ne serait-ce qu'hier, il y a eu quand même 2 attaques par le napalm, qui est considéré aussi comme arme à destruction massive. Je rappelle qu'en dehors des attaques chimiques, il y a tous les jours des bombardements par des barils et des bombardements par des missiles air-sol. On déplore tous les jours des morts. Alors, dans l'urgence, il faut bien sûr réagir. Ce matin, des médicaments d'urgence chimique et des équipements de protection sont partis en direction de la Syrie, c'est ça? Plus de 500 kilos de matériel, dont des masques et matériel de protection et des médicaments avec des antidotes, sont partis avec l'équipe du SSM, dont le professeur Raphaël Pitti et notre président, Dr Alissa. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que la France donne des médicaments et du matériel. Il faut préciser que l'équipe de l'USSM sur place a mis en place un vaste programme de formation. Donc on forme des médecins et des sécuristes, y compris des sécuristes sages-femmes, parce que la vie, malgré tout, continue, qu'il faut s'occuper des femmes et des enfants, et aussi des équipes de prendre en charge les femmes violées. Je rappelle qu'il y a 30 000 femmes violées aujourd'hui en Syrie qu'il faut prendre en charge. Voilà pour le constat dramatique en Syrie. Constat dramatique et peu de solutions jusqu'à maintenant. Gérard Pascal, une communauté internationale qui est impuissante, osons le mot aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui on est impuissant. C'est tout à fait ça. Alors tout d'abord, en préambule, un tout petit rappel, c'est que Médecins du Monde a envoyé du matériel de protection dès qu'elle a appris la nouvelle. Ouais. Il y a 2 jours, nous avons envoyé des kits de protection, de l'atropine. L'atropine est l'antidote auquel faisait allusion mon collègue. Donc il y a aussi pas mal de matériel qui est parti là-bas. Alors, je crois que voilà, votre question est, à mon avis, extrêmement importante parce que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? C'est ça. On en est arrivé là parce qu'on constate un échec absolument dramatique de la communauté internationale au règlement de ce conflit. Pourquoi? Alors, quand on regarde un petit peu, il y a eu quelques efforts qui ont été faits à Astana, qui a permis un cessez-le-feu, mais tout à
à fait partielle, mais qui est maintenant violée tous les jours. Il y a eu ces conférences de Genève à répétition, qui n'ont abouti à pas le moindre commencement d'un processus de paix. Et puis, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme vous le savez, qui est bloqué par des absurdes et cyniques droits de veto, je dirais, à répétition. Alors tout ceci fait que les belligérants agissent en toute impunité et donc ils commettent ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité... Il faut oser le mot ce matin, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité répondent, je n'ai pas le texte là, mais répondent à quelque chose de tout à fait précis des conventions de Rome, qui dit bien que ce sont des atrocités qui sont commises sur des populations civiles délibérément, des atrocités donc qui portent atteinte à leur intégrité physique et mentale. Alors, ça, c'est très important. Alors donc, si vous voulez, on en arrive à ça, à ce qu'on peut considérer comme un crime contre l'humanité, qui est l'utilisation d'armes chimiques qui, comme vous le savez, sont absolument interdites dans toutes les conventions de guerre. C'est quoi ces armes chimiques? Ces gaz neurotoxiques. Ces gaz neurotoxiques provoquent l'accumulation d'une substance toxique pour le cerveau. Je vous explique ça parce que c'est important pour comprendre ce que vont subir ces populations et notamment ces enfants. Ces substances, en s'accumulant, donc, d'une part, détruisent des zones du cerveau et paralysent des muscles, notamment des muscles respiratoires. Ce qui fait que ces adultes, ces enfants meurent dans d'atroces souffrances d'asphyxie. Donc vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur de ce crime. Et je crois que c'était vraiment extrêmement important. Alors vous avez cité les chiffres, je ne le répète pas, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que je crains que dans les prochaines heures, les prochains jours, ce bilan ne s'assourdisse. Bien sûr. Messieurs, on va essayer maintenant d'essayer de trouver des solutions à notre modeste niveau pour s'en sortir. Vous nous dites quoi? Est-ce qu'il faut impérativement et en urgence un vrai et réel cessez-le-feu? Est-ce que c'est la première étape d'une sortie de conflit qui serait importante et réelle? Docteur Anna Chaker, et je reviendrai vers vous après Gérard Pascal. Écoutez, l'USSM comme MDM et toute organisation ONG humanitaire n'a pas d'avis politique. Par contre, ce que nous souhaitons, ce que nous demandons depuis plusieurs années, c'est d'épargner les civils et en particulier les médecins. Ça passe donc par un réel cessez-le-feu? Ça c'est évident. Mais nous subissons l'enjeu géopolitique entre les grandes puissances. Mais qui paye le prix? Ce sont les civils. L'année dernière, sur le rapport du USSM publié sur les statistiques en Syrie, il y a eu 715 attaques par missiles air-sol des hôpitaux en Syrie. Mais on n'a jamais vu dans l'histoire attaquer à tout ce qui est sacré en Syrie. Donc, il faut épargner les civils et le plus tôt possible. Voilà, donc c'est un cessez-le-feu qui permet aux civils de rester chez eux et qui laisse les ONG travailler et arriver à soulager la souffrance de la population civile. Gérard Pascal, vous êtes d'accord avec nous ce matin pour dire que ce processus politique, il devient bel et bien en second plan aujourd'hui? Je suis complètement d'accord. Dans un premier temps, pour ne pas mettre, je dirais, la charrue avant les bœufs, dans un premier temps, c'est stop. Stop, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Pour que ce cessez-le-feu soit respecté, il faut probablement une force d'interposition qui soit, bien entendu, indépendante, qui soit commandée par les grandes instances internationales, les Nations Unies, etc., qui veille au respect du droit humanitaire international, à la protection des populations et des humanitaires et à l'acheminement de l'aide. Après, une fois que ces choses sont mises en place, bien évidemment, on en arrive dans un deuxième temps où on va parler en termes de processus politique. Un processus politique va se mettre progressivement en jeu. Mais ça veut dire que c'est avec ou sans Bachar el-Assad? Ça, c'est pas le problème des ONG.
nous, de toute façon, moi, je vois mal une population civile accepter celui qui a signé l'accord de l'utilisation de l'arme chimique. C'est absurde. Mais le plus important, c'est d'arrêter immédiatement et laisser les ONG travailler pour soulager la population aussi. J'espère que les dirigeants vous auront entendu ce matin. Comment peut-on aider Médecins du Monde et l'UOSSM si on veut participer, nous aussi, à ce que vous faites sur place? En quelques mots, s'il vous plaît, Gérard Pascal. Il y a la façon de nous aider, enfin d'aider l'humanitaire, d'aider l'aide humanitaire. Dans un premier temps, évidemment, c'est ce que vous faites là, c'est de nous avoir fait venir ce matin et que cette information puisse se diffuser très largement dans les médias, parce que je pense que c'est très important. Cette prise de conscience est absolument fondamentale. Et bien entendu, les dons sont très importants parce que actuellement, évidemment, cette aide coûte extrêmement cher. Et je ne parle pas de l'aide qui va être à venir, qui va coûter encore beaucoup plus cher. Donc oui, bien entendu, nous avons absolument besoin de dons à Médecins du Monde, naturellement. Anas Chaker. Je confirme. Donc parler de la crise en Syrie de son côté purement humanitaire et de ne pas insister sur le géopolitique et aide directe à l'USSM sur le site ussm.fr. Gérard Pascal, en un mot, s'il vous plaît. Écoutez, je voudrais, vous m'aviez posé la question et un message d'espoir. Je voudrais voilà, mon espoir. Ce que je voudrais, c'est que voilà, vous, comme moi, enfin comme vous, comme moi, les Syriens demain matin puissent s'éveiller sans entendre le bruit des fusils, le bruit des canons, qu'ils puissent regarder ce beau ciel bleu qu'on a vu nous aujourd'hui sans être terrorisés par le vol de certains avions. Et puis donc, il faut absolument que la paix s'installe, et puis, donc après, ce sera une reconstruction dans un pays dévasté, en ruine, dans lequel, bien entendu, l'humanitaire sera très important et où Médecins du Monde aura toute sa place. Merci à vous d'être venu ce matin sur CNews. Merci pour votre engagement sans faille et bravo bien sûr à vos équipes sur le terrain qui font un travail exceptionnel. Vous pouvez être fiers, messieurs Gérard Pascal et le docteur Anas Chaker. Merci du fond du cœur. 9h55, vous restez avec nous à suivre la météo et votre journal.